Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les titres. Les candidats aux élections législatives de 2023 devront déposer leur candidature à la Sénat du 28 octobre au 2 novembre prochain. Quid des préparatifs dans les états-majors des partis politiques? Éléments à suivre. La Sénat a publié le calendrier électoral ce lundi. C'était en présence des différentes parties prenantes du processus électoral. Les précisions dans ce journal. Une délégation parlementaire turque effectuera d'ici peu une visite au Sénat malgache. Ceci dans le cadre du renforcement de la coopération interparlementaire entre les deux pays. L'information a été rendue publique par le nouvel ambassadeur de la Turquie à Madagascar. Merci de nous recevoir. Dans les perspectives en vue des prochaines élections législatives du 8 janvier 2023, la Sénat était face aux parties prenantes du processus électoral. Objectif de cette rencontre, publier le calendrier électoral. On retient dans ce calendrier électoral 10 grandes dates. Les précisions dans cet élément. Cette activité qui rassemble les membres du Conseil électoral, les représentants des partis politiques, les institutions et ministères sectoriels impliqués dans le processus électoral est une suite logique des activités prévues au chronogramme de la Sénat. La publication du calendrier de l'élection des membres de l'Assemblée nationale répond aux dispositions prévues par la loi. En effet, l'article 59 de la loi 2019-43 du 15 novembre portant code électoral à la République du Bénin dispose, je cite, « Le calendrier électoral est rendu public par le président de la Sénat 90 jours avant la date du scrutin. Il est publié par voie de presse et tous autres canaux appropriés. » Fin de citation. La Sénat a finalisé le calendrier électoral des élections législatives du 8 janvier 2023 que nous avons le plaisir de rendre public au cours de cette rencontre. De ce calendrier électoral qui s'étend du 18 juillet 2022 au 9 mars 2023, on retient 10 points essentiels. 1. Publication des pièces à fournir par les candidats. Cela a été fait déjà. 2. Affichage de la liste électorale. Ce n'est pas encore fait. 3. Dépôt des candidatures dans les jours à venir. 4. Publication de la liste provisoire des candidats. 5. Publication de la liste définitive des candidats. 6. Remise de la liste électorale à la Commission électorale nationale autonome par l'Agence d'identification des personnes ou tout autre organe habilité par la loi. 7. Mise à disposition des candidats et partis politiques des spécimens des bulletins uniques. 8. Campagne électorale. 9. Opération de vote. 10. Enfin, proclamation des résultats. Prochaine étape, une décisive, selon le calendrier électoral, l'enregistrement des déclarations de candidature à l'élection des membres du prochain Parlement du 28 octobre au 2 novembre 2022. Ces candidatures ont une spécificité cette fois-ci. Le législateur a prévu qu'il y ait 85 sièges ordinaires, 24 sièges exclusivement réservés aux femmes. Donc nous leur avons déjà expliqué la semaine dernière comment faire, comment composer ou élaborer les dossiers de candidature. Et nous espérons qu'ils puissent bien l'élaborer et venir déposer entre le 28 octobre et le 6 novembre à la Sénat. Le compte à rebours est donc lancé et dans les états-majors des partis politiques, c'est déjà la course contre la montre pour une participation massive aux législatives de 2023.
Du 28 octobre au 2 novembre 2022, les candidats aux élections législatives sont appelés à déposer leur candidature à la Sénat pour le compte des législatives de la 9e législature. Une immersion dans les différents partis politiques et on se rend à l'évidence. Il y a du mouvement. Voici le constat d'une de nos équipes conduite par Tossa. Les élections législatives du 8 janvier 2023 approchent à grands pas et le dépôt des dossiers de candidature focalise déjà les attentions. Au sein des partis politiques régulièrement enregistrés au ministère de l'Intérieur, c'est la course contre la montre. La FCBE avait déjà très tôt anticipé cette période-là. Ça fait que déjà depuis des mois, il y a un comité de réflexion sur les législatives qui a été mis sur pied. Comité qui a déjà demandé aux différents responsables à la base dans les circonscriptions électorales de recenser les potentiels candidats. Il y a un comité maintenant de réception des dossiers de candidature qui a été mis sur pied, qui est composé de 13 membres, avec à sa tête le chef de file de l'opposition lui-même. La commission de 13 personnes va d'abord faire une étude de la conformité de toutes les pièces, de leur régularité et du respect des délais, surtout au niveau du casier judiciaire. Ce comité de soutien au niveau de chaque circonscription électorale, surtout formé des jeunes du mouvement de la jeunesse FCBE et également de nos consoeurs du mouvement national des femmes FCBE, ces comités sont en train d'aider les potentiels candidats pour que les pièces déjà à la base, avant même d'être acheminées au niveau de la commission nationale, soient bien en conformité. Depuis le 14 septembre, un appel à candidature a été lancé pour inviter tous les militants désireux de se porter candidat à l'élection des membres à l'Assemblée nationale, de se rapprocher du siège pour déposer leur candidature. Nous avons fixé un premier délai du 14 septembre au 30 septembre. Ce délai s'est écoulé et mesurant l'engouement que l'appel a suscité auprès de des membres de notre parti, l'équipe qui a été mise en place a été submergée. Les responsables du parti ont cru devoir revoir un peu le délai de dépôt de candidature. Ici, au siège annexe de Cotonou de l'Union progressiste Le Renouveau, la machine est aussi en marche. Dans une démarche de perfection et dans l'optique de bien peaufiner les dossiers avant leur dépôt à la Commission électorale nationale autonome Sénat, Christelle Rondonungbo, directrice de l'administration de l'Union progressiste Le Renouveau, vient s'enquérir de l'évolution du processus de réception des dossiers. À ce niveau, le dispositif mis en place par les responsables de cette formation politique suit son cours. Nous avons mis en place une organisation qui permet quand même aux potentiels candidats, aux camarades militants en capacité d'aller aux élections, de déposer leur dossier. Et ceci sur instruction donc du présidium et par décision d'ailleurs du président du parti, et qui demande que les potentiels candidats puissent déposer dans les meilleures conditions leur dossier au niveau donc de nos différents sièges. Ce que vous avez constaté ici aujourd'hui se fait dans tous les départements de notre pays, à savoir les 13 départements politiques de l'Union progressiste Le Renouveau. Nous recevons les camarades, nous apprécions, nous regardons les pièces déposées, les pièces du dossier. S'il y a des observations, nous leur faisons les observations. S'il y a des corrections à faire, ils le font. Donc tout se passe bien. Selon le chronogramme rendu public par la Commission électorale nationale autonome Sénat, les candidats aux élections législatives du 8 janvier 2023 sont appelés à déposer leur dossier de candidature pour compter du 28 octobre au 2 novembre 2023. Célébrée chaque 11 octobre, la journée internationale de la fille a été proclamée par les Nations Unies en décembre 2011 à travers la résolution 06-170. Cette journée a eu lieu dans le but de mettre en lumière les actions menées en faveur des filles et permettre au pays de faire le point des avancées enregistrées dans le cadre des engagements pris pour la protection des droits des filles. En prélude à cette commémoration, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance a adressé un message. Voici un extrait. Selon les statistiques, les filles dans le monde entier et dans notre pays sont victimes d'inégalités de tous ordres, de maltraitance, d'exploitation. Face à ce constat, les Nations Unies ont lancé un appel fort
pour que des actions intenses soient menées au profit de la restauration et de la conservation des droits des filles. Durant cette dernière décennie où la JIFI a été déclarée, plusieurs investissements ont été réalisés par le gouvernement du Bénin pour protéger les filles. Ces investissements se sont accrus au cours de ces 5 dernières années où le gouvernement béninois, sous le leadership du président Patrice Talon, a pris des résolutions fermes et introduit des réformes allant dans le sens d'assurer une protection totale aux filles et leur permettre d'éclore leur potentiel essentiel au développement du Bénin. La fille d'aujourd'hui est la femme de demain, la future mère des citoyens et des citoyennes, donc le fondement du développement de notre pays. C'est dans cette optique que dans son message, le 7 octobre 2022, à la communauté internationale sur le thème de cette édition de la JIFI intitulée « Notre temps est venu, nos droits, notre avenir ». Monsieur Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a dit, je cite, « Investir dans les filles, c'est investir notre avenir commun », invitant ainsi les gouvernements à investir dans les filles. Pour le gouvernement du président Patrice Talon, ce challenge n'est pas nouveau. Entre l'édition passée de la JIFI et celle qui sera célébrée demain, le Bénin a enregistré considérablement des avancées et succès notables en matière de protection des filles, de leur droit à la santé sexuelle et reproductive et leur maintien dans le système éducatif et d'apprentissage. Nous noterons ici la promulgation de la loi du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions à raison du sexe des personnes et protection de la femme en République du Bénin, dans laquelle même les relations amoureuses et ou intimes entre un enseignant et son apprenante, outre ces mesures législatives, le gouvernement, avec l'appui de certains partenaires, déploie de gros investissements pour la scolarisation des filles et leur maintien à l'école. En plus des mesures d'exonération des frais de scolarisation des filles, le gouvernement, par le biais du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, déploie le projet de l'autonomisation des femmes et du dividende démographique, SWED, qui assure l'offre gratuite de kits scolaires à de milliers de filles issues de ménages pauvres depuis 3 ans, la formation et l'offre gratuite de kits d'installation à 5 460 filles déscolarisées et l'insertion professionnelle de 2 200 filles diplômées sans emploi sur le territoire national. Je voudrais adresser les remerciements du gouvernement à tous les partenaires techniques et financiers, aux organisations non gouvernementales et à celles de la société civile qui œuvrent quotidiennement pour la protection des droits des filles et l'amélioration de leurs conditions de vie. Le thème de cette édition nous interpelle une fois encore et nous appelle tous à plus d'investissement et d'engagement en faveur des filles. L'avenir de notre nation, car si nous avons des filles bien éduquées, nous aurons des citoyens bien éduqués. J'invite tout le monde à se joindre à nous, à Ouida, le 12 octobre, où le potentiel des filles béninoises sera une fois encore révélé. Parlons à présent du stress, cette réaction émotionnelle à laquelle on peut tous être confrontés lorsqu'on se retrouve dans des conditions bien particulières. Qu'en souvient-il et comment le dominer? Suivez ce reportage et vous aurez quelques techniques pour surmonter cette sensation. Je suis dans tous mes états, je fais n'importe quoi, je vais à gauche, je vais à droite. Je ne suis pas sereine en fait. Et il y a le cœur qui bat. Des bouffées de chaleur, une sensation de peur, le cœur qui s'emballe, l'estomac qui se noue, l'angoisse croissante provoquant même l'inactivité physique. Ce sont entre autres les symptômes typiques du stress. Le stress est une réaction physiologique de l'organisme. Le stress, c'est une réaction de l'organisme face à une situation. Les exigences de la vie professionnelle demande que l'individu ait une certaine capacité et que l'individu est conscient de l'absence de cette capacité en lui. De plus en plus de personnes y sont confrontées dans le quotidien et surtout en milieu professionnel. Ça m'arrive des situations où je dois forcément passer par le stress, beaucoup plus dans le métier de journalisme parce que vous savez, le métier dans lequel on respecte plus le temps, c'est dans le journalisme. Lorsque vous devez présenter le journal par exemple à 13 h,
et que jusqu'à 12h40, 12h55, vous n'avez pas les éléments disponibles, vous êtes stressé, vous avez peur. Parce que ce n'est pas possible dans le métier du journalisme, par exemple, de repousser le temps. On est tout le temps stressé quand on est au bout du gouffre et quand ça arrive, on perd la tête. Au moment, par exemple, de prendre la parole devant une grande foule. La dernière fois, je voulais présenter un Word devant mes camarades. Du coup, j'étais stressée, j'avais énormément peur parce qu'on est une soixantaine dans la salle. Donc j'étais vraiment stressée. Elle m'a motivée, elle m'a dit calme-toi, respire à fond, tu peux y arriver. Bien qu'il soit une réaction normale de l'organisme suite à une situation donnée, il peut parfois devenir source d'incapacité, nous empêchant de faire certaines choses. Cependant, des dispositions peuvent être prises pour y faire face. La première chose, c'est de développer la pleine conscience. Vous devez être conscient de ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Deuxième chose, vous devez savoir que vous ne devez pas lier tout ce que vous faites à votre identité. Et quand vous n'arrivez pas à répondre, il ne faut pas lier ça à votre identité. Souvent, l'individu arrive à confondre ses actions, les résultats de ses actions, à son identité. Et là, du coup, certaines personnes n'arrivent pas à supporter l'échec. Il faut faire des exercices de respiration. Des exercices de respiration. Les exercices de respiration vont vous amener à libérer les énergies négatives. Il faut également faire le sport. En faisant le sport et en faisant des exercices physiques qui vont demander la contraction musculaire, la décontraction musculaire, la réaction que vous n'avez pas eue dans la semaine, une réaction physique que vous n'avez pas eue dans la semaine, vous allez les utiliser en faisant le sport pour libérer un peu les tensions. Il faut contrôler l'alimentation. Le sucre est un excitant. Il faut consommer des aliments riches en magnésium. Chaque être humain a besoin d'une dose de stress, mais il est très important d'arriver à les surmonter. Autre volet de l'actualité. Plusieurs réactions font le tour des médias sociaux depuis quelques jours après le décès de 4 patients au service de réanimation au centre hospitalier universitaire CNHU de Cotonou vendredi dernier à la suite d'une coupure d'électricité. Ainsi, le gouvernement a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les véritables raisons de cet incident. En attendant les résultats, le consultant politique Agapit Napoléon Maforican pense que l'indignation des familles et usagers est tout à fait normale, mais qu'il faut laisser les autorités faire leur travail. On l'écoute. Lorsque vous allez à l'hôpital, c'est pas pour voir vos parents être tués. Lorsque vous allez à l'hôpital, c'est pour avoir guérison, c'est pour avoir une réponse positive à sa maladie. Et donc, on peut comprendre l'indignation des parents. Ce type d'incident, lorsque ça arrive, ça va dans tous les sens parce que bon, non seulement il y a les parents qui ont le droit de s'indigner, il y a les usagers qui ont le droit de s'indigner. C'est normal que l'indignation. Après, quand même, ça va dans tous les sens sur les réseaux sociaux et c'est ça peut-être la dérive. Donc, vous voyez, les machines ont beau être programmées. Pourquoi il y a des accidents d'avion alors que de grandes compagnies, alors que les gens ils vérifient beaucoup de choses avant? Pourquoi il y a eu des accidents de train dans certains pays? Bref, toute machine, aussi bien huilée qu'elle soit, peut toujours trouver, il peut y avoir quelques grains de sable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sanctionner, on doit faire de passivité. Mais au même moment, je pense que quand c'était dit, je pense que l'indignation va trop loin. C'est comme si quelqu'un a voulu donner la mort à d'autres. Et moi, je trouve qu'on doit respecter la douleur des parents, mais au même moment, on doit aussi respecter la dignité des responsables à divers niveaux de ces organes lorsque ces situations arrivent. Le directeur CNHU n'est pas le responsable des services d'urgence. C'est pas le responsable de la réanimation. C'est le responsable, c'est quand même le responsable moral de l'entreprise. Est-ce qu'il est responsable direct du dysfonctionnement qu'il y a eu? Normalement, non. A priori, non. Parce qu'il y a une responsable directe du centre. Il y a quelqu'un qui est chargé de la vérification de ces choses-là. Le ministre, il n'administre pas que le CNHU, il n'est pas ministre du CNHU. Il est ministre de la Santé avec un regard transversal sur les problèmes de santé. Mais après, oui, qu'ils démissionnent librement, ça c'est lié à leur personnalité, à la perception qu'ils ont de leur responsabilité morale. Mais moi, je ne peux pas. Qu'est-ce que moi, je suis pour leur demander de démissionner? Et je pense que le gouvernement a pris les mesures qu'il faut prendre. Les mesures, c'est déjà ça. En saisissant l'autorité
de régulation donc, du secteur de la santé, le CNUD a voulu que la lumière soit faite. Donc, le ministre n'a pas de raison. Maintenant, si l'autorité souhaite ou propose, là, c'est différent. Ça veut dire que bon, le ministre doit pouvoir agir, tout comme le directeur général. Il faut leur donner la présomption. La rue ne peut pas prendre le pas sur la loi. Les médias ne sont pas la loi, ne sont pas la justice, ne constituent pas la justice. Les commentateurs des réseaux sociaux ne peuvent pas être ceux qui rendent la justice. Et donc, dans le cadre du genre, en respectant une nouvelle fois encore la douleur des parents, en ayant une pensée pour les victimes, respecter la douleur des parents, je dis qu'il faudrait que la lumière soit faite et la lumière a été confiée à l'autorité de régulation, dont l'autorité suprême en la matière. En attendant, qu'on passe à autre chose d'abord, qu'on respecte le deuil des parents, par exemple. Et je pense que c'est nécessaire. Voilà, le président de la Cour constitutionnelle, Razaki Hamouda Issifou, a reçu ce lundi 10 octobre 2022 une délégation de l'association Société Inclusive. La délégation, conduite par son président, est allée présenter l'association au président de la haute juridiction et a profité pour discuter de quelques pistes de solutions pouvant favoriser le mieux-être des personnes en situation de handicap. Le point avec Moucharaf Soumanou et Edouard Kakou. La raison d'être de notre visite ce jour à la Cour constitutionnelle, c'est dans un premier temps pour présenter notre association et ensuite pour échanger avec le président sur les pistes de synergie pour pouvoir travailler ensemble, notamment en vue de permettre une meilleure jouissance des droits des personnes en situation de handicap au Bénin. Dans un premier temps, on a présenté l'association, les axes d'intervention, les 4 axes d'intervention de l'association, la défense des droits des personnes en situation de handicap, le plaidoyer en faveur de l'inclusion, la sensibilisation pour porter un regard nouveau sur le handicap et enfin l'accompagnement des jeunes en situation de handicap. Après cette présentation, nous avons eu l'occasion d'échanger sur quelques pistes de synergie avec le président. En effet, en tant que garant des droits fondamentaux au Bénin, on a évoqué les difficultés de la pleine jouissance des droits des personnes en situation de handicap au Bénin. Et on a eu l'occasion également d'aborder ensemble avec le président les prochaines élections législatives à venir pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir pleinement participer à ces élections. On a rencontré un président sensible, attentif à cette thématique. Et déjà, ça nous rassure énormément et on voit que le président de la Cour constitutionnelle est quelqu'un déjà sensibilisé à cette thématique. Donc, il nous a confirmé sa disponibilité pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir sensibiliser à la fois les sages, mais également les équipes de la Cour constitutionnelle sur l'inclusion, sur le handicap, mais également sa disponibilité à œuvrer à ce que, à chaque fois qu'il le faut, les droits des personnes en situation de handicap au Bénin soient garantis et soient bien protégés. Hors de nos frontières, le nouvel ambassadeur de la Turquie à Madagascar a souligné à l'issue de sa visite de courtoisie au président du Sénat qu'une délégation parlementaire turque effectuera d'ici peu une visite au Sénat malgache. Ceci dans le cadre du renforcement de la coopération interparlementaire entre les deux pays. Les volets du commerce et de l'environnement figurent parmi les domaines de coopération entre Madagascar et la Turquie. Reportage. Turquie fait partie des pays développés d'Europe. La coopération entre Madagascar et la Turquie est fructueuse, surtout dans le domaine commercial. Toutefois, cette coopération bilatérale s'étend sur plusieurs domaines comme l'agriculture, l'élevage, l'importation de matériaux de construction ou l'énergie. De telles coopérations nécessitent la mise en place d'une base juridique pour pouvoir avancer. Nous avons eu la possibilité de discuter sur les nombreux points d'échanges bilatéraux, de coopération bilatérale, de projets futurs, c'est important. Et donc, nous nous sommes mis d'accord, dans un premier temps, de nous concentrer sur la base juridique de nos futures relations, à commencer par commercial. Comme vous le savez, sans base juridique, il est un peu difficile d'avancer. Mais aussi, nous nous sommes mis d'accord
sur la visite prochaine de certaines délégations, à commencer par la visite peut-être du président du groupe d'amitié parlementaire turco-malagasy, notre parlementaire M. Ahmed Salih Tal, qui désire rendre visite ici à Antananarive. Cette coopération turco-malgache touche également le domaine de l'environnement qui est un enjeu mondial. Ainsi, le président du Sénat, Razaf Maïfa Irmanan, a souligné ce jour, à l'issue de la visite de courtoisie du nouvel ambassadeur turc au Sénat, qu'un échange entre les techniciens des deux pays s'effectuera très prochainement. Pour ce qui est de la coopération interparlementaire, une délégation parlementaire turque fera le voyage à Madagascar d'ici peu. D'ailleurs, le groupe d'amitié malgacho-turc est présidé par un parlementaire. Il est à noter que le président du Sénat malgache a effectué une visite officielle en Turquie au mois de juin dernier. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.